On va passer à la deuxième session avec cher collègue Saïd Harir du CMFE STAT avec sa présentation sur les aspects électroniques et magnétiques des systèmes de spin. Merci, Monsieur le Président. Donc, très heureux de se retrouver dans ces atmosphères des échanges scientifiques. C'est chaud après un long et un dur confinement. Alors, actuellement, je travaille sur deux volets. Premièrement, je travaille sur l'aspect électronique, l'aspect magnétique de quelques modèles de spin, cas de modélisation classique. Deuxièmement, je travaille sur l'aspect électronique, magnétique et même quantique de modèles de bas étendu, application à l'informatique quantique. Donc, commençons d'abord avec le cas de la modélisation classique. En principe, le refroidissement magnétique représente, durant les deux dernières décennies, un élément promoteur pour avoir un refroidissement écologique. Lorsqu'on part sur un refroidissement écologique, on part sur un refroidissement sans dégagement même des gaz carboniques. Et en plus, énergétiquement efficace avec un rendement qui représente le double de rendement des machines classiques basées tout simplement sur la compression et la détente des gaz. Sachant que le refroidissement magnétique est basé sur l'effet magnétocalorique. Dans ce cas, je vous rappelle que l'effet magnétocalorique est tout simplement une propriété intrinsèque de matériau avec laquelle on peut refroidir ce matériau juste après une transition de phase, aimantation, désaimantation, sur l'effet d'un champ magnétique externe. Bien sûr, ça au voisinage de la température critique, température de Curie. Ainsi, dans ces machines à base de refroidissement magnétique, on trouve tout simplement des cycles thermiques liés à la transition de phase, aimantation, désaimantation, aimantation, ainsi de suite. Ainsi, la question qui se pose pour nous, pour quelles conditions expérimentales on peut produire des matériaux magnétiques qui ont des températures de Curie comparables à la température ambiante. Pour ce fait, on se propose d'analyser les propriétés magnétiques de pas mal de systèmes de spin. Commençons tout d'abord avec le cas d'un système cubique de spin endémique, mais en tenant compte de l'anisotropie selon par exemple l'axe d'Z. Ainsi, dans l'hamiltonien correspondant, on a des interactions qui sont paramétrées par le paramètre d'échange J selon OX et OY par exemple, et on a des interactions qui sont paramétrées par gamma fois J selon l'axe des Z. Dans ce cas, gamma représente le paramètre d'anisotropie. Bien sûr, c'est gamma égale à 0, c'est-à-dire notre modèle devient purement bidimensionnel, tandis que c'est gamma égale à 1, le modèle tout simplement devient isotrope. Donc, commençons tout d'abord avec ce cas de gamma égale à 1. Donc, dans cette figure, on a les variations de l'aimantation en fonction de la température. Remarquons que l'aimantation décroît en fonction de la température, tend vers 0 avec l'existence d'un point d'inflexion, ce qui signifie que ce système présente une transition de phase ferromagnétique paramagnétique à une température de Curie Tc. Remarquons d'après ce diagramme que Tc croît d'une façon quasi linéaire dans le régime de faible champ magnétique, notamment cas de H inférieur à J. Passons maintenant à l'effet de gamma, c'est-à-dire qu'on va tenir compte de l'anisotropie selon l'axe des Z. Remarquons, d'après les deux figures qui représentent respectivement l'aimantation et la susceptibilité magnétique, remarquons que le système présente toujours une transition de phase avec une température critique qui croît avec H et même avec gamma. Sachant que le plus frappant pour nous est que la température de Curie prend sa valeur la plus basse
pour des faibles champs magnétiques, c'est-à-dire H tend vers 0, et même pour gamma tend vers 0, c'est-à-dire avec une faible interaction spin-spin selon l'axe des. Donc passons maintenant à une autre version modèle des vies, mais version plus tendue, avec laquelle on va travailler sur un système à spin mélangé, notamment cas de spin 3 sur 2, 1. Dans ce cas, l'Hamiltonien correspondant est paramétré avec 3 termes d'échange, à savoir G1, G2, G3 et le champ Pestana DS et DC. Alors, ici, on a représenté les variations de sensibilité, remarquant que même ce système présente une transition de phase ferromagnétique paramagnétique, remarquant que la température du cuir TC croît avec G2 et G3, mais ce qui est plus remarquable est que la valeur de TC est quand même largement plus grande que celle trouvée dans le cas d'un système de spin selon un. Bref, il est clair que les systèmes cubiques de spin 1,5 représentent un élément promoteur pour avoir un matériau magnetocalorique qui a une température ambiante qui a une température du curé qui est très proche à la température ambiante, surtout pour une faible interaction selon l'un des axes OZ par exemple. Donc, on passe maintenant à la deuxième partie qui s'intéresse, qui représente pour moi le deuxième axe de recherche. Donc, on passe à la deuxième partie qui s'intéresse à l'étude, à la modélisation quantique, application à l'informatique quantique. Alors, pour ce fait, je veux signaler que l'informatique quantique représente actuellement un engouement mondial, sachant que, par exemple, un algorithme quantique peut produire des calculs en 200 secondes, sachant que les mêmes calculs se font par exemple en 10 000 ans sur un superordinateur classique. De plus, un calculateur quantique de 100 qubits est capable de traiter l'équivalent de 10 à la puissance 19 informations. Je répète, c'est 10 milliards gigabytes, seulement avec un ordinateur quantique de 100 atomes ou bien 100 qubits. Techniquement, les calculateurs quantiques actuels, ce sont des systèmes de 16 qubits. Généralement, un qubit est un fermion de spin 1,5, sachant que la superposition des états quantiques up et down donne la possibilité de traiter simultanément de 10 à la puissance ces informations. Mais certes, si on tient compte de l'intrication quantique, certainement cette capacité de traitement devient plus importante. Ainsi, la question qui se pose, pour quelles conditions expérimentales on peut maximiser l'application quantique d'une chaîne unidimensionnelle? Pour ce fait, on va analyser l'aspect, je répète, alors pour répondre à cette question, on se propose d'analyser l'aspect électronique, magnétique et même quantique d'un modèle très puissant dans ce cadre, à savoir le modèle de Hubbard. Alors, en principe, le modèle de Hubbard dit que le comportement ondulatoire est corpusculaire des électrons. Autrement, ce modèle tout simplement tient compte de la compétition entre la cinétique des électrons et l'interaction électron-électron. En seconde quantification, cette cinétique est traduite par des opérateurs d'annulation et de création. De plus, si on a ici par exemple deux électrons au même site, on aura une interaction dite on-site paramétrée par l'énergie d'interaction on-site. De plus, dans une version plus étendue, on peut tenir compte même des interactions entre les électrons de différents sites, paramétrées par l'énergie d'interaction off-site V et J qui décroît en fonction de la distance puisque ça donne une interaction continue. Donc, par diagonalisation analytique de la matrice, on peut montrer que la compétition entre la cinétique des électrons et
les interactions colombiennes peuvent générer un diagramme de phase très riche avec l'émergence même d'une transition de phase conducteur et zone. De plus, et pour travailler sur l'aspect magnétique de ce modèle du bas, on peut tenir compte dans une version plus tendue, mais l'interaction spin-spin. Dans ce cas, J représente le terme d'échange entre les spins du proche voisin, sachant que SI représente tout simplement l'opérateur de spin au site I, c'est-à-dire l'opérateur qui sert à inverser tout simplement ce spin. Alors ici, on a les variations de gap de spin en fonction de V pour différentes valeurs de J. Dans la deuxième figure, on a les variations de même gap de spin en fonction de J, mais dans la limite de faible interaction offside, tandis que la troisième figure représente les mêmes variations, mais dans la limite de forte interaction offside. Remarquons que le passage d'une limite à autre montre l'existence d'une transition quantique, ou bien disons une séparation quantique entre ce qu'on appelle la densité d'onde de spin et la densité d'onde de charge. Bref, il est clair que la compétition entre les paramètres de notre modèle du bar génère des diagrammes de phase qui représentent ou bien qui donnent des transitions de phase et représentent des vrais effets pour les modèles classiques. Pour ce fait, ou bien dans ce cadre, certainement, on se propose d'analyser maintenant l'aspect magnétique quantique de ce modèle en analysant tout simplement l'intrication quantique de ce modèle. Dans ce cas, je vous rappelle que l'intrication quantique est tout simplement un phénomène fondamental de la mécanique quantique, mais en évidence dans les années 30. Selon ce phénomène, quelle que soit la distance qui sépare deux systèmes, toute mesure sur l'un des systèmes affecte sur l'autre. Pour être clair, je vous donne un exemple. Je considère par exemple un système de deux électrons, sachant que la somme totale des spins est égale à 0. Ainsi, une première mesure déclare par exemple que cet électron a un spin A, alors que l'autre électron a un spin down. Mais attention, dans la mécanique quantique, rien n'est sûr. Ainsi, une deuxième mesure peut déclarer que, par exemple, cet électron a un spin down. Dans ce cas, et à cet instant, cette information se transmet instantanément vers notre électron, et dans ce cas, même notre électron devient avec un spin A. Donc, c'est l'intrication quantique. Pourquoi et comment? C'est l'intrication quantique ou bien Tchacharour et Kalmi. Alors, on peut mesurer cette intrication quantique dans un système de 1 qubit via l'entropie de Newman, donné par la relation suivante, sachant que pour un état rho qui s'écrit en fonction de ses vecteurs propres, l'intrication prend la sommation suivante. Pour le cas de modèle de bar étendu et dans la phase de charge, l'intrication quantique est donnée par l'expression suivante, sachant que Z, U+, U-, W-, ce sont des valeurs moyennes données par les expressions suivantes. Alors, on passe maintenant à la partie de discussion et résultats. Donc, ici, on a tout simplement les variations de cette intrication quantique en fonction de U pour différentes valeurs de V. Donc, remarquons qu'avec une interaction colombienne à longue portée non nulle, l'intrication quantique présente une valeur maximale à une valeur critique UC, sachant que cette valeur critique UC représente pour nous une valeur optimale pour avoir un calculateur quantique avec une interaction maximale. De plus, pour montrer la dépendance entre la valeur critique UC et l'énergie V, on a représenté dans cette figure les variations de l'intrication quantique en fonction de U et V à la fois. Donc, premièrement, je remarque que la valeur maximale de l'intrication quantique égale à 2, quel que soit U et V égale à 2, signifie que c'est l'intrication de charge, ça me donne 1, et l'intrication même de spin, ça me donne un autre 1.
De plus, on remarque que, d'après la projection de cette surface sur le plan UV, on remarque que la ligne U égale 2V représente tout simplement une ligne de séparation entre la densité d'état de spin et la densité d'état de charge. De plus, en termes de calculateur quantique, il est clair que pour une distance interatomique qui va vérifier la condition U égale 2V, notre système de M qubit se comporte même comme un calculateur de haute performance, puisque dans ce cas, l'intrication quantique sera maximale. Très rapidement, passons maintenant à l'aspect magnétique. Donc, dans la phase de spin, et ce effet d'un champ magnétique transversal, l'intrication quantique, ou bien le modèle de l'hamiltonien prend la forme suivante, sachant que gamma représente tout simplement le paramètre d'anisotropie, où l'intrication prend la forme suivante. Très bien. Alors, ici, on a les variations d'intrication quantique en fonction de la distance interatomique entre les qubits pour différentes valeurs de B. Donc, premièrement, remarquons que l'intrication quantique décroît avec le champ magnétique B. De plus, pour une distance interatomique optimale, cette intrication quantique prend sa valeur maximale qui est égale à 1. Et dans ce cas, cette intrication quantique représente tout simplement l'intrication de spin. Passons maintenant à l'effet de gamma. Je vous rappelle que gamma représente le paramètre d'anisotropie. Donc ici, on a les variations d'intrication quantique en fonction de la distance interatomique pour différentes valeurs de gamma. Remarquons que l'intrication quantique sera optimale, et elle sera maximale pour la distance interatomique optimale qui égale exactement 1,25. De plus, l'intrication quantique prend sa valeur maximale pour gamma égale à 1. Qui dit gamma égale à 1 dit que Gx égale à J, alors que J égale à 0, c'est-à-dire on aura seulement une interaction spin-spin uniaxiale. Conclusion, à travers cette étude, nous avons essayé de préciser les différentes conditions qui permettent de maximiser l'intrication quantique. Ainsi, il est intéressant, par exemple, de tester la possibilité de la réalisation pratique de ces conditions, pourquoi pas à travers des collaborations avec des équipes de recherche qui s'intéressent à la côté pratique de notre travail. Merci pour votre attention.